Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Metal Hunters. Dans la dernière vidéo, en commentaire, quelqu'un me demandait de chroniquer un album de Savatage. Et c'est vrai que Dead Winter Dead, je l'aurais bien chroniqué, j'aurais bien fait une vidéo là-dessus. Le problème, c'est qu'il fait partie de ces albums énormes que j'aime beaucoup et dont j'ai envie de faire une chronique, mais je n'ai jamais eu le crâne ni le courage de m'atteler à l'écriture d'une vidéo, de peur de ne pas rendre un hommage assez parfait à ses œuvres. Mais bon, je pense qu'il faut passer le pas, et aujourd'hui on va en prendre un, et on va le chroniquer, et donc, vous l'avez deviné, on va parler de The Crimson Idol de Wasp. The Crimson Idol sort en 1992 chez Capitol Records, soit un an après la première formation de Wasp, la seconde ayant eu lieu en 95, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 95. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet album, en origine, était fait pour le projet solo de Blackie Lawless, donc un projet à son nom, mais sous la pression des fans, il a décidé de l'enregistrer avec Wasp. Donc au niveau du style musical, ça ne change pas, ça reste du Wasp passé, mais aussi actuel, puisqu'on a toujours eu, avec ce groupe américain, cet heavy assez accrocheur aux caractéristiques propres, c'est-à-dire des compos qui sont très reconnaissables, des riffs également, et bien sûr la voix de Blackie Lawless. Les seules choses qui vont changer seront l'ambiance et le ton, puisque Wasp continuera ce qu'ils ont commencé sur l'album précédent The Headless Children, c'est-à-dire avoir un ton un peu plus mature. C'est vrai que pendant les 3 premiers albums, Wasp est un peu comme un jeune ado dissipé, sa musique est très énergique, très choquante, au niveau de l'imagerie également, et on pourrait dire très sexualisée et très animale. Il n'y a qu'à voir les pochettes de toute façon pour se rendre compte du style. Hein. Le nom également, Wasp, We Are Sexual Pervert ou We Are Sexual Predators. Ouais, pendant ces 3 premiers albums, Wasp est un peu une sorte d'animal, de prédateur qui est lancé avec toute la horde des groupes de l'époque pour foutre le bordel dans une Amérique un peu trop sage. Ce n'est donc pas musicalement que ça va changer, même si certains diront que la musique comporte beaucoup moins de sauvagerie que lors des 3 premiers albums cités, et ce à cause du changement de ton, avec des thèmes beaucoup plus matures et engagés. Et pour The Crimson Idol, on aura, ça j'aime bien, un concept, une histoire. Alors voilà, je vais vous lire un petit texte pour vous expliquer l'histoire de The Crimson Idol. Petit texte donc que j'avais écrit sur mon blog lors de la chronique de cet album. Alors je ne suis pas un grand lecteur, je m'améliore pour vous fournir le contenu le plus qualitatif possible. Et donc, Jonathan Steele était le fils de William et Elizabeth Steele, ainsi que le frère de Michael Steele. Pour les parents, Michael était clairement le fils parfait sur celui sur lequel ils portaient tout leur amour, alors que Jonathan avait toujours été considéré comme un échec, et donc rejeté. Malgré ce rejet, Jonathan admirait son frère et ne désespérait pas de plaire un jour à ses parents. Cependant, la situation empira lorsque Michael fut tué sur la route par un chauffard ivre. Elle empira tellement que Jonathan décida de quitter sa maison et sombra vite dans la drogue et l'alcool malgré sa volonté d'être un fils parfait. Un soir, alors qu'il passait devant un magasin de musique, il tomba amoureux d'une magnifique guitare, la Crimson Red, qu'il vola et sur laquelle il s'entraîna à jouer pendant des heures dans le but de devenir connu et peut-être un jour briller aux yeux de ses parents. Ce souhait, il le confiera une nuit à une vieille diseuse de bonne aventure qui lui prédit qu'il parviendrait à monter, à toucher le succès, mais que sa chute et son retour à la réalité n'en seront que plus douloureux. Jonathan devint alors une célébrité reconnue et fut suivi par un gros label tenu par Chainsaw Charlie et Alex Rodman, son manager. Son succès grandissait sans cesse. Ayant les 2 pieds dans le monde du rock, Jonathan connut alors les déboires propres aux rockstars. Abus de drogue, abus d'alcool, de groupies et autres dérives en tout genre. Le Dr Rocker fut engagé pour tenter de le libérer de ses addictions, mais malheureusement, les choses ne faisaient à nouveau qu'empirer. Très vite, Jonathan réalisa que l'argent, la célébrité, les filles et les excès ne parvenaient pas à le rendre heureux et à lui faire obtenir ce qu'il avait toujours désiré au plus profond de lui-même, l'amour de ses parents. Un soir, avant un concert, Jonathan décida de les appeler. Alors nous n'avons pas la discussion qu'ils eurent.
ce tout dernier moment qu'ils partagèrent, apparemment, même pas 50 mots furent échangés. Les derniers vinrent de ses parents, qui lui dirent « Nous n'avons pas de fils ». C'est à ce moment-là que Jonathan comprit alors qu'il ne serait jamais aimé par ses parents et qu'aucune chose au monde ne pourrait désormais changer de cela. Il monta alors sur scène pour son ultime concert et, pendant celui-ci, se donna la mort en se pendant avec les fils de sa guitare. Voilà une belle et triste histoire, bien imprégnée du mythe de cette rockstar de l'époque, de ce jeune homme qui sort de la rue pour monter un groupe de rock et qui atteint des sommets, avec en plus ici cette dimension tragique puisque Jonathan meurt à la fin. L'écriture est à la fois très simple mais aussi très forte et très symbolique. Chaque titre représente à merveille une partie de la vie de Jonathan. Par exemple, Arena of Pleasure est pleine de colère, de niaque. Jonathan vient de quitter la maison de ses parents et il a vraiment cette volonté de se battre pour arriver à quelque chose. Et en même temps, il commence à profiter des premiers plaisirs de la vie, c'est-à-dire la drogue, l'alcool, etc. Je peux citer The Idol, où Jonathan vient juste de se rendre compte que malgré tout ce qui l'entoure, soit au niveau de matériel, avec les maisons, les voitures, les guitares, au niveau humain, avec les prostituées, avec l'alcool, tout ça, eh bien, il lui manquera toujours cet amour, il souffrira toujours du manque d'amour parental. Et ouais, les paroles sont très très poignantes ici. Très belles paroles comme celle du dernier titre qui est énorme sur tous les points et qui clôture très bien l'album, The Great Misconception of Me. Quelques moments après que Jonathan ait passé le dernier coup de fil à ses parents, où il envoie ces mots à sa mère, ces mots qu'elle ne recevra jamais bien sûr, mais où il lui demande si elle se souvient de lui avouant également qu'il a toujours su qu'elle n'avait pas besoin de lui. Donc il y a un ton désespérant absolument sublime sur ce titre. Et on pourrait continuer ainsi sur plusieurs chansons et plusieurs morceaux de chansons, mais une chose sur laquelle j'aimerais revenir ici, c'est sûrement la première belle chose que j'ai notée par rapport à l'écriture de cet album et commence à s'encastrer avec la musique. C'est lorsque Jonathan demande à la diseuse de Bonaventure son souhait, en fait, qui lui dit « I just wanna be the Crimson Idol of a million », donc il lui demande à être l'idole de millions de personnes, et cette demande est vraiment accompagnée d'un espoir fou et à la fois impossible, mais aussi d'une volonté assez forte de la part de Jonathan qui veut vraiment atteindre les sommets. Et cette demande, on en a l'inverse lors du tout dernier titre justement, dont je parlais juste avant, Jonathan qui dit « I don't wanna be the Crimson Idol of a million », donc là il refuse carrément ce titre, puisqu'il s'est rendu compte que rien, tout ce qu'il avait touché, tout ce qu'il avait réussi ne comptait pas. Et il le répète plusieurs fois, il répète cette demande plusieurs fois pour bien signifier le fait qu'il refuse tout cela, puisque rien ne compte au final. Donc vous voyez, il y a énormément de choses que nous pourrions dire et que nous pourrions interpréter sur cet album, que ce soit au niveau des chansons ou autre, ou même du titre de l'album en lui-même, puisque The Crimson Idol est relié bien sûr à la guitare, The Crimson Red, ou encore à Jonathan, qui est le Crimson Idol, et encore ça, je n'en suis pas sûr. Parce que je me demande si le Crimson Idol, au final, c'est pas son père, Jonathan. Regardez les dernières paroles, ou une partie des dernières paroles où Jonathan dit « Mon père était l'idole, cela ne fut jamais moi ». Donc je me demande si, tout comme ce bonheur qu'il a cru atteindre, ce paradis qui s'est créé, qui est finalement bien éphémère et futile, si ce titre de Crimson Idol, c'est pas une sorte de cache-misère, un masque ou un voile qui se désintègre une fois que la vérité éclate. Et cela rajouterait une dimension encore plus tragique à la fin de l'histoire, puisque Jonathan n'aurait jamais réussi à atteindre l'amour de ses parents, il n'aurait jamais réussi à atteindre son père, et il n'aurait jamais réussi à atteindre le Crimson Idol. The Crimson Idol est vraiment un album que j'ai appris à aimer, ou que j'ai pleinement apprécié, on va dire, lorsque je l'ai écouté pour la première fois, me penchant sur les paroles et en lisant l'histoire. C'est vrai que ça a pris une toute autre dimension, et lorsque je l'ai écouté ainsi, ouais, c'est une leçon que j'ai eue, je venais d'avoir une leçon, et je me souviens que lorsque j'ai écouté l'album,
Comme ça, la première fois, j'étais dans ma chambre et lorsque le CD s'est arrêté, je suis resté un peu. J'ai même la main qui tremble, je suis con. Mais j'étais un peu tétanisé et je me suis aperçu que j'avais quelque chose qui coulait sur ma joue. Et, euh, et je m'en étais pas rendu compte, mais j'avais les joues trempées et il y avait ces larmes qui coulaient. Je me suis rendu compte que c'était ce connard de Durandal qui était au-dessus de moi et qui chialait parce qu'il venait de regarder un Besson. Et pourtant on me l'avait dit surtout jamais, au grand jamais, ne laisse rentrer Durandal chez toi, c'est le DVD de Besson, il va chialer. Et moi, trop bon, trop con, je laissais rentrer et puis voilà, il a chialé, quoi. Remember me, you can save me. Mama, you never needed me. No Crimson King, look in my eyes. You see, Mama, I'm lonely. It's only me. It's only me. I don't wanna be. I don't wanna be. I don't wanna be the crimson knight of a million. I don't wanna be. I don't wanna be. I don't wanna be the crimson knight of a million. Voilà, cette émission de Metal Hunter c'est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que j'ai rendu un hommage assez bien quand même à ce merveilleux album qui est The Crimson Idol et qui aurait pu être parfait à 110% s'il n'y avait pas eu Hold On To My Heart qui est une ballade qui se trouve entre The Idol et The Great Misconception of Me. Ah, c'est dur à dire. Ouais, s'il y avait eu cet enchaînement de The Idol avec le dernier titre, ça aurait été ultime. Hold On To My Heart est une ballade qui est très mièvre, que ce soit au niveau des paroles ou de la musique. Et en plus, du coup, elle casse le rythme de l'album, donc c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est la vie, ça n'en fait pas un album mauvais pour autant, loin de là. Donc allez l'écouter, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, stay metal! I am metal, and I'll never die. We are metal, and we'll never die. I will crank you up. You can bring me down. I will make you high. Metal will never die. Donc voilà, j'aurais fait vite pour sortir une vidéo, et puis je pense que je vais garder ce décor. J'ai la flemme en fait, j'ai la flemme, j'aime bien, je suis assis à la télé, une boule de café, c'est assez bien. Vous pouvez comparer le son d'ailleurs, hein, le son sans micro, hein, avec le son de la caméra. Et j'ai pas de blague de fin par contre, donc je peux vous raconter une blague si vous voulez. Donc c'est l'histoire d'un juif qui trouve un morceau d'or.